On va se plonger dans la tête de ces jeunes générations, essayer de comprendre en quoi elles se distinguent, comment est-ce qu'elles structurent le monde professionnel. Et donc aujourd'hui, ce qu'il faut garder en tête, c'est que, on va commencer par le positif, on a quand même une majeure partie des jeunes qui ont envie de bosser. Mais ce qu'on constate aussi, c'est qu'on a une majeure partie d'entre eux qui craignent d'être happés par cette sphère professionnelle, qui laisserait plus place à leur singularité, à leur bien-être. Et donc aujourd'hui, on a un certain nombre de jeunes qui nous disent qu'ils ont peur, qu'ils vous disent qu'ils ont peur. Enfin non, vous, en général, ils vous le disent pas. Devant vous, ils vont apparaître confiants, sûrs d'eux, arrogants parfois même, c'est des choses que je peux entendre de la part de managers. Et pourtant, quand on creuse un peu, l'émotion qui domine, c'est vraiment cette émotion de peur. Et ce qui est gênant avec la peur, c'est que la peur, c'est une émotion fondamentale, une émotion que nous sommes tous en capacité de ressentir. Et quand on ressent de la peur, qu'est-ce qui se passe? Notre cerveau nous amène à produire des comportements de protection, comme par exemple la tétanie, le repli sur soi ou la fuite, exactement. Donc si vous avez des jeunes qui ont peur à l'idée d'entrer dans le monde professionnel, eh bien il se peut qu'inconsciemment, malgré eux, leur cerveau les pousse à fuir. Donc quand on comprend ça, on saisit bien que l'enjeu majeur pour nous dans un premier temps, ça va être de les rassurer. Et pour autant, il y a peut-être des personnes dans la salle qui se disent ouais d'accord, très bien, elle est sympa, elle me dit qu'il faut les rassurer, mais bon, à un moment, moi aussi j'ai été jeune, moi aussi j'ai eu moins de 30 ans, j'ai eu peur, je me suis adaptée, ils vont s'adapter ces jeunes. Alors peut-être, mais pas sûr. Les jeunes générations, c'est, et ça a toujours été un petit peu cette partie émergée de l'iceberg. Continuellement, dans notre société, on a des transformations qui s'opèrent, des transformations qui vont être plus ou moins visibles, et à un moment, vous avez une jeune génération qui va porter une voix, qui va peut-être apparaître comme dissonante, mais qui sera simplement le reflet de toutes les transformations qui ont eu lieu dans notre société. Donc cette dynamique, elle a toujours existé, et elle existera toujours. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre ce qui se cache derrière. Typiquement, je pense que de tout temps, on a entendu que les jeunes générations étaient associées à un besoin de liberté. Mais la liberté dans les années 70, dans les années 90 ou aujourd'hui en 2024, je ne suis pas certaine que ça renvoie exactement à la même chose. Ce qui est important aussi pour réussir à bien les comprendre, c'est de comprendre comment les différents événements sociaux, sociétaux nous ont impactés, les ont impactés et ont impacté leur projection de vie. Si je prends un exemple très simple, la pandémie, on l'a tous vécue, par exemple, mais que l'on ait eu 20, 40, 60 ou 80 ans à ce moment-là, ça n'a probablement pas eu le même impact sur nous. Alors évidemment, il y a plein d'autres variables à prendre en considération, mais la variable de l'âge et de la génération n'est pas une variable à négliger. Typiquement, qu'est-ce qu'on a constaté chez les plus jeunes? Eh bien, ça leur a fait prendre conscience de la notion de finitude, ça leur a fait prendre conscience que tout ce qu'on leur avait dit, toutes les certitudes qu'on leur avait véhiculées, pouvaient être ébranlées du jour au lendemain. Pour les plus jeunes, ils ont parfois pris conscience que la mort fait partie de la vie, et ça de manière assez brutale pour certains d'entre eux. Et finalement, toutes ces prises de conscience associées à un présent mouvant dans lequel tout va de plus en plus vite et un futur de plus en plus incertain, eh bien ça les a amenés à bousculer leur projection de vie et donc à bousculer leur projection professionnelle. Et on le voit bien, vous l'avez probablement constaté vous aussi, ils sont dans une vision court-termiste. Pour eux, vraiment, le leitmotiv, c'est on doit faire en sorte que chaque jour compte. Chaque jour doit valoir la peine d'être vécu. Donc, le fil rouge de leur réflexion, de leur considération, ça va être est-ce que je me sens épanouie? L'épanouissement personnel, c'est vraiment un terme clé qui revient et du coup qui est extrêmement mouvant parce que lié aux émotions, parce que lié aux évolutions individuelles et ce qui peut expliquer que parfois on ne comprend pas très bien pourquoi on a une personne qui va se former pendant 4, 5 ans à un métier et finalement qui, après 2, 3, 6 mois, 1 an d'exercice, va faire autre chose. Pourquoi? Eh bien parce qu'on de manière individuelle, en termes d'épanouissement, il ou elle a le sentiment qu'il pourra s'épanouir d'une meilleure façon, d'une autre manière. Et ces représentations-là, elles sont aussi structurées par le discours de leurs aînés, donc ils ont pu entendre de la part de leurs parents, parce qu'ils peuvent voir aussi sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas négliger l'impact qu'ont aujourd'hui les médias et les réseaux sociaux dans le regard que portent les jeunes sur le monde et le monde professionnel. On approfondira tout à l'heure, mais vraiment ça a une place aujourd'hui considérable. Leur fonctionnement, c'est aussi de mettre en lumière quelque part les discours les plus clivants. Donc eux, quand ils arrivent dans le monde professionnel, ils n'ont pas encore expérimenté cet univers-là personnellement. Donc ils vont s'appuyer pour construire leur représentation sur ce qu'ils peuvent percevoir et donc sur ces discours qui sont plus clivants et ces discours qui sont aussi relativement viraux sur les réseaux. Donc
Ces jeunes générations, pourquoi est-ce que c'est intéressant de bien prendre le temps de les comprendre? Eh bien à la fois parce qu'ils sont le reflet de toutes les transformations qui ont eu lieu dans notre société, et puis parce qu'ils sont indissociables de notre futur. Selon une étude d'Oxford Economics, ils représenteront 30% de la population mondiale en 2030 et plus de 50% des effectifs de nos entreprises. Donc qu'on le veuille ou non, on devra composer avec. Aujourd'hui, le cœur de mon discours, le cœur de mon message, c'est pas de vous dire que vous allez devoir modifier l'ensemble de vos pratiques pour répondre à 100% des attentes des jeunes générations, rassurez-vous, mais c'est plutôt de se dire comment est-ce qu'on peut recréer des ponts entre les attentes des jeunes générations, vos contraintes professionnelles et comment est-ce qu'on peut faire pour mieux jouer collectif. Ça va vraiment être ça le sens de mon propos aujourd'hui. Souvent, on rencontre des entreprises qui disent « mais je comprends pas pourquoi sur un même territoire, moi j'arrive pas à recruter, j'ai pas de candidature et à côté de moi, mon concurrent, lui, il a énormément de candidatures. Donc comment est-ce qu'il fait ?» On s'est posé cette question-là, on a commencé à se poser cette question-là en 2021, d'abord en partenariat avec l'ABEA, donc l'Association bretonne des entreprises agroalimentaires, et on s'est demandé vraiment, aujourd'hui, est-ce qu'il est possible de se rendre attractif à travers quelques lignes dans une offre d'emploi? Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a rencontré des dizaines et des dizaines de jeunes en leur présentant 8 offres d'emploi. Des offres d'emploi réelles qui avaient été anonymisées pour l'occasion, et on leur demandait donc de prendre connaissance de ces offres, et à la fin de la lecture, on leur posait 2 questions. Avez-vous envie d'en savoir plus sur certaines offres, sur certaines entreprises, et ou avez-vous envie de candidater au sein de certaines structures? Et ce qu'on a pu noter, c'est que sur les 8, il y en avait 6 qui étaient occultés d'office. Il y en avait 2 qui suscitaient de l'attention et une de l'intérêt. Donc vous vous doutez bien qu'on a cherché à comprendre pourquoi. Et puis après, donc à ce moment-là, on est en 2021, on commence cette étude, et puis on est dans l'univers industriel. Donc on s'est dit, est-ce que c'est uniquement valable pour l'univers industriel ou est-ce que c'est plus généralisable? Donc depuis 2021, on prolonge cette étude et on va continuellement rencontrer différents types de profils, différents types de jeunes pour voir s'il y a des similarités ou pas. Et en fait, ce qu'on a observé, c'est qu'il y a vraiment une structure d'offre qui, quand elle est là, fait la différence. Pourquoi? Parce qu'elle vient activer 3 sentiments. Le premier, c'est le sentiment de réciprocité. Pourquoi? Parce que ce sont des offres formulées sous forme de questions-réponses. À partir du moment où vous avez des offres formulées sous forme de questions-réponses, elles seront plus attractives aux yeux des plus jeunes. Ça, c'est vraiment systématique, on le retrouve à chaque fois. Pourquoi est-ce que c'est plus attractif? Parce qu'en fait, ça donne un côté très naturel, un côté très oral aussi à finalement votre offre d'emploi. Et ça vient chez eux amener des projections positives. En fait, ils s'imaginent mettre les pieds dans une entreprise où il y aura l'horizontalité, où ils pourront s'exprimer, où ils pourront être considérés. Donc, cette structure d'offres fonctionne mieux. Par contre, gardez en tête que si vous l'appliquez demain, ils vont aussi avoir ces représentations par la suite. C'est-à-dire qu'ils vont s'imaginer entrer dans une entreprise où il y aura cette horizontalité. Donc, il faut que ce soit cohérent avec votre réalité. Ça fait écho au deuxième sentiment qu'on veut susciter si on veut se rendre plus attractif, c'est le sentiment d'empathie. Comment est-ce qu'on peut susciter ce sentiment-là? C'est en intégrant des questions qu'ils se posent. Des questions qui peuvent être source d'inquiétude ou de questionnement. Je pense que ces questions, vous les connaissez, c'est les questions qui arrivent en toute fin d'entretien. Vous êtes sur le pas de la porte, merci, au revoir. Au fait, j'ai juste une petite question. Voilà, c'est cette petite question qu'il faut introduire ici, ou la question qui vous pose au bout d'une semaine, 10 jours, en venant vous voir. En fait, je n'ai pas trop osé demander ça à l'entretien, mais j'aimerais quand même savoir si... Je vous prends un exemple dans un secteur d'activité, par exemple dans le médico-social. On sait que le vrai point d'inquiétude chez les plus jeunes qui débutent leur expérience professionnelle, la première fois que je suis face à une personne décédée, comment est-ce que je fais face à cette situation? Comment est-ce que je gère? Est-ce que je suis accompagnée? Ça, c'est vraiment une source de préoccupation. Donc à partir du moment où vous allez pouvoir inclure des éléments qui les rassurent sur ce point, typiquement en disant qu'ils auront un référent, en expliquant que s'ils ont une situation difficile, ils pourront s'orienter vers quelqu'un, eh bien, ça va venir agir en faveur de la réassurance et donc ça va travailler l'attractivité. Donc je vous invite vraiment à questionner vos candidats, à questionner les personnes qui sont arrivées récemment pour savoir finalement quels sont les points sur lesquels vous aurez aimé avoir des réponses et d'introduire au maximum ces éléments-là. Et si vous le faites et que vous apportez donc des éléments de réponse, vous allez activer le Graal chez les plus jeunes, le sentiment de transparence. Aujourd'hui que l'on parle d'alimentation, d'écologie, de recrutement, de management, s'il y a bien une notion qui est clé, c'est cette notion de transparence. Elle revient tout le temps. La notion de transparence, donc, elle est vraiment centrale chez ces plus jeunes. Et aujourd'hui, on voit bien que les discours lisses, ça ne les séduit plus. Ils sont vraiment à la recherche d'authenticité en permanence. Aujourd'hui, on vit dans un monde où chaque fait, chaque geste, chaque achat est noté comme s'il y avait toujours une vérité qui ne serait pas bonne à dire.
Donc ce qu'ils vont chercher à comprendre, c'est vraiment comment ça se passe chez vous, qu'est-ce que potentiellement vous pouvez leur cacher. Et donc en amenant des questions qui font sens pour eux, eh bien, ça va permettre de les rassurer. Donc des questions qui peuvent être assez simples finalement, c'est comment une journée type ou une semaine type chez vous, comment ça se déroule lorsque, et là vous mettez les situations qui peuvent être source de tension pour eux, ça c'est des questions aussi qui vont bien leur plaire, et concrètement avec qui ils vont travailler, en mettant au maximum les prénoms des personnes, en humanisant au maximum, ça leur plaît. La rémunération, également, importante dans l'offre si vous voulez agir en faveur de cette transparence. Ce à quoi ils vont être attentifs aussi, c'est le nombre de collaborateurs dans l'entreprise, mais aussi au sein de l'équipe. Là, ça fait plutôt écho à leur personnalité. On va avoir des personnes qui sont plus introverties, donc qui vont plus se sentir à l'aise dans des petites équipes. Donc ça, en tout cas, c'est un élément en général qui suscite leur attention. La présence d'un référent. Si vous avez des références, si vous avez des personnes qui les accompagnent, notamment en début de parcours, précisez-le. Ça va agir aussi en faveur de l'assurance. Et quelque chose qu'ils vont regarder, c'est le temps de trajet. Des fois, on a tendance à dire l'entreprise est située à tel endroit. Ça leur plaît bien quand on leur dit, enfin, quand on prend la grande ville à proximité et qu'on fait part du temps de trajet entre cette grande ville et le lieu de l'entreprise. Pourquoi? Parce que dans une logique d'équilibre vie pro, vie perso, ils arrivent plus facilement à se projeter. Donc ça, c'est des petites choses que vous pouvez changer et qui œuvrent en faveur de l'attractivité. Le message vraiment que je veux que vous reteniez aujourd'hui, c'est soyez authentique. On a tendance, dans les offres d'emploi, à valoriser ce que l'on fait, à vouloir parler de ce qu'on fait de bien. N'ayez pas peur non plus de parler de vos marges de progression, parce que c'est aussi en leur disant « nous, on n'est peut-être pas les meilleurs sur ce point, mais justement, on a besoin de vous pour le devenir », que vous allez susciter leur sentiment d'utilité et l'impact positif de leur mission. Et ça, aujourd'hui, ça constitue vraiment les principaux leviers d'attractivité chez les plus jeunes. Chaque année, on fait un baromètre donc sur les jeunes et leurs premières expériences professionnelles. Et donc, on questionne différentes choses, dont les projections en entreprise en début d'expérience. Et donc, l'année dernière, on a la première modalité de réponse qui a été sélectionnée quand on leur a demandé combien de temps ils se projetaient en début de carrière, ça a été 2 à 3 ans. Donc 2 à 3 ans, vous pouvez regarder toutes les études qui existent, c'est toujours ce qui ressort en premier. Donc on a 42% de l'échantillon qui ont sélectionné 2 à 3 ans. Et en général, c'est 2 à 3 ans pour les profils qualifiés et 3-4 ans pour les profils moins qualifiés. Et puis la deuxième modalité de réponse la plus sélectionnée a été celle-ci. 22% qui nous ont dit qu'ils pourraient rester toute leur carrière dans la même entreprise. Après, ils ont ajouté, si tout se passe bien, je le détaillerai après. Quand vous voyez ce chiffre-là, si on fait un vote à main levée, qui est-ce qui est surpris par ce chiffre? Ok. Nous, on a été aussi extrêmement surpris. Habituellement, cette modalité de réponse, elle obtient, allez, on va dire 2-3% maximum de réponses. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au même moment, il y a un autre organisme qui a réalisé une autre étude auprès d'un autre échantillon, et pour cette question, qui a obtenu à cette modalité de réponse des réponses dans la même proportion. Donc on s'est dit, bon, il y a quelque chose qui est en train de se jouer, il faut qu'on aille rencontrer les plus jeunes pour comprendre ce qui se passe. Et en fait, dans les entretiens, ce qu'on a compris, c'est qu'il y avait vraiment un sentiment d'insécurité qui était grandissant. Ils nous ont beaucoup parlé de la guerre en Ukraine, de la crise climatique, de la crise économique, et on sentait bien que ces éléments-là venaient donc nourrir un sentiment d'insécurité, et le fait d'avoir des projections plus longues, finalement, leur permettait de se sécuriser. De là à se dire que demain, vous avez un jeune sur 5 qui va passer les 25 prochaines années à vos côtés, moi, j'y crois pas. On va être honnête. Par contre, se dire que vous avez peut-être, on va dire, un jeune sur 5 qui avait prévu de passer 2 ans chez vous, mais qui n'est pas fermé à l'idée d'en passer 4 ou 6 sans bien, ça, c'est possible, et je pense qu'il y a une carte à jouer maintenant. Ce que ça soulève aussi, comme sujet, pour aujourd'hui, mais surtout pour demain, c'est qu'on a 22% qui vont donc peut-être rester longtemps au sein de votre entreprise pour se sécuriser. Donc pas forcément parce qu'ils adhèrent à 100% à votre projet d'entreprise, pas forcément parce qu'ils sont passionnés par ce qu'ils font, parce qu'ils ont besoin de se sécuriser. Donc le sujet qui va, je pense, prendre encore plus d'ampleur demain, c'est le sujet de l'engagement. C'est comment est-ce qu'on engage nos collaborateurs au quotidien. Ça, je pense que ce sera vraiment un véritable sujet sur lequel il faudra dédier encore plus de temps demain. Et vous le voyez, j'ai vu que ça avait fait sourire certains, ils me disent quand même, si tout se passe bien. Gardez en tête que le premier levier de fidélisation chez les moins de 30 ans, c'est l'ambiance. Le deuxième, c'est la relation avec les collègues. Le troisième, la relation avec le manager. Avant, ces deux, finalement, ça s'était inversé. Et donc, on leur a posé la question pour savoir pourquoi est-ce que la relation avec les collègues, c'est avant la relation avec le manager. Là, ils nous regardaient en disant parce que mon manager, c'est mon collègue. Et oui, il résonne en horizontalité, donc tout le monde est sur un même pied d'égalité. Okay. Donc aujourd'hui, cette notion de relationnel, on sent bien qu'elle domine. Elle vient justement aussi réinterroger les liens de subordination, parce qu'avant, on était sur des modèles
très verticaux. Aujourd'hui, les attentes sont plutôt au niveau de l'horizontalité. Avant, on était sur une hiérarchie, on va dire, de faits. Aujourd'hui, il va y avoir un sujet autour de la légitimité des porteurs d'autorité. On va plutôt être sur une autorité qui va être associée à de l'émotionnel. Alors, ça peut déranger. Mais je pense qu'aujourd'hui, on devra composer avec. Et si on regarde d'ailleurs ces 15-20 dernières années, finalement, ça s'explique très bien le pourquoi est-ce qu'on en est là aujourd'hui. Il suffit de regarder l'évolution de l'éducation. L'éducation a énormément évolué. Aujourd'hui, on prend le temps on donne la parole à nos enfants, on prend le temps de les écouter, on les aide à identifier leur potentiel, à révéler leur potentiel. Alors, fatalement, quand ils arrivent chez nous 20 ans plus tard, ils ont les mêmes attentes. Il y a les discours méritocratiques aussi qu'il ne faut pas négliger. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, ils sont tout le temps abondés de discours en faveur de la méritocratie. On leur dit continuellement, si tu veux, tu peux. Tu veux changer de vie, tu peux. Tu veux changer de pays, tu peux. Tu veux changer de carrière, tu peux. Est-ce que c'est une réalité? J'ai pas la réponse. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est quelque chose qui structure leur représentation. Et puis, on a aussi le rapport à l'information qui change. Avant, on était dépendant des sachants. Aujourd'hui, il suffit d'avoir accès à un smartphone, d'avoir accès à Google pour avoir accès à la majorité des connaissances disponibles sur cette planète. Et c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, finalement, tout ça vient aussi réinterroger le lien qu'ont aujourd'hui ces jeunes générations avec leurs managers. Gardez en tête qu'ils ne veulent plus travailler pour une entreprise, ils veulent vraiment travailler avec des collaborateurs. Ça, c'est très, 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 très présent dans leur discours et j'insiste vraiment là-dessus. Donc mettez au maximum en lumière aussi les membres de l'équipe, que ce soit à travers vos offres d'emploi, que ce soit à travers les actions que vous réalisez, que ce soit avant d'intégrer votre collaborateur. J'entendais certains qui disaient on les fait venir à des événements, on les fait rencontrer l'équipe. Continuez sur cette voie-là parce que ça agit vraiment en faveur de la réassurance. Je vous le disais, donc la proximité aujourd'hui c'est quelque chose d'important et j'entends souvent des managers qui me disent mais moi les jeunes j'ose plus rien leur dire parce que si je leur dis quelque chose ils vont partir. Aujourd'hui ils ne veulent plus de cadre. Je suis pas forcément convaincue de ça. Aujourd'hui, on ne peut plus imposer le cadre, ça c'est sûr, mais par contre le cadre il est nécessaire parce qu'il agit en faveur de la réassurance, mais pour imposer quelque part ce cadre-là, la manière qui fonctionne, c'est d'impulser cette culture du feedback. J'ai entendu ce terme tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est absolument essentiel de partir d'eux. Je prends souvent l'image, vous savez, des dessins que font les enfants avec les points à relier. Quand on commence, on ne sait pas finalement quelle sera la forme finale. Et c'est en allant de point en point qu'on commence à comprendre quelle est la forme qui va se dessiner. Finalement, avec les plus jeunes, c'est pareil. C'est de se dire, on va partir d'eux, parce que sinon, ça ne leur parlera pas. On va partir d'eux, on va partir de ce qu'ils font au quotidien, en bien, en moins bien. Et c'est comme ça qu'on va amener petit à petit ces différents points qui constitueront le cadre. De quoi on a parlé aujourd'hui? On a parlé de réassurance, on a parlé de créer une relation de confiance, on a parlé finalement d'impulser une dynamique collaborative. Aujourd'hui, ce sont ça les enjeux. Et je pense que la vraie question du vouloir faire, c'est de se dire aujourd'hui, moi, à mon échelle, qu'est-ce que je suis prêt à mettre en place, quel temps je suis prêt à dédier pour répondre à ces enjeux-là. Et en répondant à ces enjeux-là, je peux vous assurer que ça agira en faveur de vos objectifs de recrutement et de fidélisation des plus jeunes.